Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Patrick Pajon et Marie-Agnès Cathiard. Le cerveau est un puissant ferment de l'imaginaire. Les imaginaires du cerveau, c'est-à-dire les façons de le dire, le figurer, le symboliser, en faire le sujet ou le motif de récits et de mythes sont innombrables, renvoyant ainsi au chatoiement des cultures. Reflet d'une année de séminaire sur la question, le présent livre pourrait finalement nous amener à une seule conclusion. Le cerveau est sans doute le seul organe interne ou viscère du corps moins avec le cœur et les poumons moins dont l'imaginaire soit aussi riche, ce qui s'est produit d'ailleurs bien plus tardivement que l'imaginaire de la fraissure du sacrifice des anciens, splankna ou exta, siège de la vie comprenant aussi le foie, le fiel et le péritoine. Car le cerveau est bien le dernier arrivé dans cet imaginaire. On n'en a pas de traces anciennes claires en Égypte, en Mésopotamie, en Chine et comme nous le verrons en Inde. Pour rendre compte de cette richesse, il fallait cependant faire des choix et opérer des regroupements. C'est ainsi que nous pourrions indexer comme un simple repérage les principales contributions du séminaire selon 3 approches. Les représentations culturelles du cerveau, le cerveau comme opérateur fictionnel, notamment dans la science-fiction, et enfin le nouvel imaginaire technoscientifique du cerveau-machine. Les représentations culturelles du cerveau témoignent d'une formidable plasticité. Ce sont aussi bien les avancées scientifiques du moment, ainsi que le souligne l'analyse de Céline Chérici à propos du cerveau et de l'électricité au XVIIIe et XIXe siècle, que les conceptions religieuses ou métaphysiques qui les sous-tendent, comme le montre le texte de Gilles Tarabou à propos de l'Inde. De même, la contribution de Marie-Agnès Cathiard et Fabio Armand montre comment des événements affectant l'activité cérébrale, notamment la narcolepsie, se trouvent pris en charge par des récits venant du fond des temps et étudiés par la folkloristique. En d'autres termes, les cultures caractéristiques d'un moment ou d'un lieu modulent fortement les représentations du cerveau, et peuvent d'ailleurs parfaitement coïncider avec des conceptions scientifiques cette fois-ci universellement débattues. Le cerveau est aussi l'argument principal de nombreuses fictions. Sa complexité, ses possibilités d'altération, son rôle de curseur anthropologique entre humain, animal et machine, stimulent autant l'imaginaire des créateurs que celui des philosophes se livrant à des expériences de pensée. Les analyses de Jérôme Goffet à propos des métaphores du cerveau dans le dessin animé Ghost in the Shell trouvent leur place dans ce cadre. Le texte de Sylvie Alouche à propos d'un épisode de Captain Future, mettant en scène l'expérience de pensée du cerveau dans une cuve, souligne les proximités que le thème du cerveau permet de tisser entre fiction et philosophie. Reste que ces fictions comportent tout un point de vue sur le cerveau, elles en alimentent l'imaginaire tout autant qu'elles sont alimentées par lui. Que dire alors des images du cerveau qui non seulement peuplent de plus en plus nos fictions, mais s'inscrivent également de plain-pied dans les techniques d'imagerie de la médecine contemporaine et le champ des neurosciences. La contribution de Rémi Potier ouvre la réflexion sur le statut de ces images dont il rappelle opportunément qu'elles sont le fruit d'un regard toujours porteur d'une intention, et ne constituent à ce titre qu'un modèle de la réalité possible parmi d'autres. Enfin, la période actuelle semble se caractériser par une sorte d'emballement de l'imaginaire cérébral. Présenté comme dernière terra incognita pour la connaissance de l'humain, considéré comme moteur des économies de la connaissance, fournissant le socle du paradigme neuro qui semble gagner tous les domaines de l'existence, de la neuroesthétique au neuromarketing en passant par la neurojustice, le cerveau est désormais partout et supplante largement les concepts des âmes et d'esprit, encore que l'on tienne à appeler de grands centres de recherche Mindbrain Institute. En nous proposant une rapide histoire contemporaine des engouements pour le cerveau, avec des développements souvent inattendus, le texte de Rémi Sussan souligne d'abord le rôle moteur des contre-cultures et des utopies. Pourtant, celles-ci débouchent désormais sur d'étranges agencements. Perçus sous l'angle réductionniste, envisagés comme câblage et machinerie, le cerveau est lui-même couplable à d'autres machines réticulaires et algorithmiques qui en relancent la puissance imaginaire. Les textes de Jean-Paul Bacquiast et Paul Mathias sur l'imaginaire d'Internet ouvrent des perspectives en ce sens. Toujours plus profondément analysé dans sa structure, toujours plus finement modélisé dans son fonctionnement, le cerveau est désormais devenu un enjeu stratégique pour la compétition économique,
comme pour les stratégies de distinction sociale au sein des économies de la connaissance. L'augmentation de ces performances est, fatalement, à l'ordre du jour, s'inscrivant en cela dans une longue tradition de modification des états cérébraux, comme le souligne le texte de Patrick Pajon. C'est donc bien à une forme de réification du cerveau à laquelle on assiste désormais, et surtout à une quête d'algorithmisation de celui-ci. Dès lors, sa programmation, voire sa reprogrammation peuvent être et seront envisagées. Se fait alors jour un questionnement paradoxal. L'imagination, que Bachelard considérait comme la plus mobile des facultés intellectuelles, se verra-t-elle contrainte de suivre des chemins tout tracés ? Des mécanismes cérébraux, à l'imaginaire d'un homme réduit à son cerveau. Céline Chérici. On pourrait penser que l'imaginaire cérébral, en tant que structure culturelle, tourne autour du dualisme cartésien du corps et de l'âme. Pourtant, il semble bien que le cerveau fantasmé soit aussi le cerveau organique dont dépendrait entièrement la personnalité. Le fantasme du monisme, de l'identité réduite au câblage cérébral ou aux pathologies mentales imprègne les recherches sur la physiologie du cerveau dès le XVIIIe siècle. Explorer la problématique du désir aigu de contrôle sur les mécanismes humains considérés dans leur double nature, physique et morale, organique et psychologique, permet de s'interroger sur les analogies et les métaphores qui ont guidé et guident parfois encore les recherches sur le cerveau. Dans cette enquête, nous allons partir de l'électrophysiologie du XVIIIe siècle, en étudier les métaphores, les controverses qui en entourent les développements, puis nous questionnerons les thèmes de la phrénologie et de la psychiatrie organiciste afin de comprendre l'influence et l'importance de la recherche du substrat anatomique dans le cas de la personnalité comme dans celui de ses pathologies. Enfin, nous finirons par nous intéresser, au XXe siècle, au lien entre la fiction et la science autour du cerveau. De l'électrophysiologie. Les recherches sur l'électricité animale produite dans un organisme renvoient à l'expression de la métaphore dynamique d'un phénomène invisible rendu visible à travers ses fonctions animatrices. Dans cette perspective, le cerveau est pensé en analogie avec la machine. Ces métaphores vont notamment se renouveler, de la fin du XIXe au début du XXe siècle avec la découverte de l'électroencéphalographie. L'évocation de l'électricité en tant qu'influx nerveux remonte aux travaux de Francis Glisson, professeur de physique à Cambridge, qui montre, entre 1654 et 1677, que l'excitabilité des nerfs et des muscles répond à des stimulations extérieures. Il théorise ainsi la notion d'irritabilité dès 1672 dans son Tractatus de Natura Substantiae. Sa démonstration théorique donne corps au matérialisme cartésien dans la mesure où, d'une part, elle matérialise les esprits animaux sous la forme d'un fluide. D'autre part, elle corrèle les recherches physiologiques à la théorie de l'animal-machine. Cette théorie est un postulat éthologique issu du mécanisme cartésien. Le concept de l'homme-machine développé en 1747 par le médecin-philosophe libertin Julien Offray de la Métrie en est dérivé. Ainsi, chez Glisson, la force motrice est décrite comme étant à l'origine d'une grande variété de mouvements. L'irritabilité d'un tissu ou d'un organe est transmise par des fibres particulières tandis que ce sont les nerfs qui transmettent la sensibilité. L'excitabilité tissulaire paraît donc être le meilleur indice de l'existence des forces vitales. Une vérification expérimentale en est donnée un siècle plus tard par Haller, suite à l'application de stimuli variés, mécaniques et chimiques. Durant le XVIIIe siècle, les travaux de Volta, Galvani et Fontana permettent l'entrée des recherches physiologiques dans une ère expérimentale. Léopold Marc-Antonio Caldani et Félix Fontana sont parmi les premiers physiologistes à tenter de pratiquer une stimulation directement sur le cerveau. Les développements de l'électrophysiologie prennent donc leurs racines dans la fin d'un XVIIIe siècle marqué par les polémiques sur l'électricité animale, considérée comme le support et l'agent de la conduction nerveuse et l'électricité métallique. En 1791, Galvani fait la démonstration de la présence dans les tissus vivants d'une forme intrinsèque d'électricité impliquée dans la propagation nerveuse et la contraction. La nature des forces vitales reste l'objet de spéculations jusqu'à ses travaux et la publication de son livre intitulé « De viribus electricitatis in motu musculari commentarius ».
Il y mène des expériences en utilisant l'électricité statique des bouteilles de Leyde. Cette électricité s'avère capable d'induire une contraction musculaire, faisant ainsi apparaître qu'une patte de grenouille isolée mais reliée à la moelle épinière par du métal se contracte en l'absence d'excitations extérieures. Il en déduit que de l'électricité, produite par le tissu nerveux, circule le long des nerfs, stimulant ainsi la contraction des fibres musculaires irritables. En d'autres termes, cette électricité serait le corrélat dynamique des esprits animaux. La physiologie nerveuse est éclairée par une lecture mécaniste et dynamique de l'organisme. Le fluide nerveux est d'abord considéré comme produit par le cerveau et circulant par le biais des nerfs. Puis Galvani découvre que la patte de la grenouille peut en produire isolément, à l'exclusion de tout stimulus extérieur. Volta, 1745 à 1827, s'insurge contre cette hypothèse, arguant que l'électricité ne peut naître que du contact cuivre-fer d'un montage expérimental, et non du seul corps de la grenouille. Galvani montre pour toute réponse que le contact direct d'une patte et de la moelle épinière provoque une contraction. La grenouille pourtant morte, conserve de l'électricité dans son corps comme une sorte d'énergie résiduelle. Les partisans de l'électricité animale pensent que les mouvements musculaires, y compris ceux du cœur, doivent être interprétés à partir de la production dans le cerveau d'un fluide électrique se transmettant ensuite à travers les nerfs au reste du corps, en passant par les muscles. La controverse entre l'électricité métallique et l'électricité animale cesse en 1838 quand Matteucci, 1811 à 1868, enregistre le courant produit par un muscle et valide par conséquent la théorie de Galvani. Le muscle est donc à la fois excitable par l'électricité et capable d'en produire. Or, cette mise en évidence d'un phénomène nerveux proche d'une électricité organique ouvre une voie fondamentale de recherche pour les médecins et physiologistes de ce début de XIXe siècle. Vincenzo Malacarne, neuroanatomiste italien de l'Université de Padoue, élabore un projet dans un texte intitulé Conoscendo dalla organizzazione del cervelletto in specie, e forsange da più attento esame del cervello e dalla midolla spinale che queste viscere formano calce cosa di somigliante alla colonna galvanica del Volta, cercher per mezzi di sperimenti se fossero mais la sorgente principale del fluido galvanico animator material della macchina animale dans lequel il conçoit une série d'apostrophes. Expériences électrophysiologiques, où seraient branchées entre elles des rondelles de cerveau à la façon d'une colonne galvanique, en vue de trouver la source cérébrale du fluide animateur de la machine humaine. On trouve déjà en 1792 les premiers signes de cet intérêt pour l'origine d'une électricité organique au centre de l'organe cérébral au sein d'une lettre adressée à l'abbé Charles Dénina, membre de l'Académie des sciences de Berlin. Malacarne y regrette qu'il n'y ait encore eu aucune expérience directe sur l'électricité de l'organe cérébral. En vue de combler ce vide expérimental, il élabore une série d'expériences sur les différentes parties du cerveau au sein desquelles il cherche le point de production de l'électricité animale. Cette lettre marque un tournant dans ses travaux. Voici les étapes principales des expériences prévues pour tester les parties du cerveau en mettant en contact dans l'ordre suivant. La dure-mère avec la pimère, avec la substance corticale, la substance médulaire et cette dernière, à son tour, avec le cervelet. Puis, successivement, la substance cendrée intérieure avec l'ensemble du cerveau, la pimère et le cervelet avec les substances susdites. Il est étonnant qu'aucun détail technique sur la réalisation ne soit précisé. Il semble que ce projet soit abandonné jusqu'en 1808, date à laquelle paraît son texte au sein duquel il revient sur les conditions pratiques qui permettraient ces expériences. On expérimenterait alors avec des disques provenant d'autres types de membranes afin de faire la comparaison, tels que des pans de la panse chaude ou de ventricules de différents animaux, en diminuant insensiblement les disques métalliques, et en augmentant le nombre de disques membraneux, en utilisant ensuite des pans de la dure-mère, de la pimère, de crânes encore frais ou de bêtes juste après qu'elles aient été tuées. Alors, on utiliserait tout un cervelet, ou les disques même du cerveau en mélangeant quelquefois les disques humains avec les disques animaux pour en enregistrer les divers résultats. Il présente ainsi des étapes expérimentales pour vérifier si l'organe cérébral est bien une source de production de l'électricité animale. La théorie physiologique selon laquelle il produirait de la même façon qu'une pile de Volta, une électricité permettant les mouvements du corps,
repose sur une double métaphore. La première, mécaniste, compare le fonctionnement du cerveau à celui d'une machine tandis que la seconde repose sur l'identité de forme de la colonne galvanique avec l'organisation morphologique des structures cérébrales. Le fluide électrique permettrait non seulement d'exprimer le mouvement, mais également la nature anatomo-psychologique de l'homme. Ce dernier point est extrêmement important car au-delà de la source du mouvement, ce projet tente à rechercher dans le galvanisme un phénomène aussi important pour les fonctions animales, un principe fonctionnel similaire pour l'expression des facultés intellectuelles et des mécanismes nerveux. La fonction cérébrale est ainsi ramenée à la forme, en commençant à y soumettre ces parties de l'encéphale dont la structure se rapproche visiblement le plus de la colonne galvanique, c'est-à-dire le cervelet, puis passer au cerveau lui-même. En d'autres termes, la fécondité heuristique de cette analogie entre la machine productrice d'électricité et les productions nerveuses du cerveau réside dans la ressemblance des structures d'où est induite une identité des mécanismes. Supposons en 600 et ajoutons-y les 300 lames du cervelet que l'on y observe, et comparons cette machine avec la colonne galvanique formée de 900 disques, en y supposant également quelque analogie au niveau de l'activité à exercer le galvanisme. Ne devrions-nous pas nous attendre à ce que ces phénomènes puissants que nous admirons chez les individus soient produits par une prérogative du système nerveux et cérébral, inconnue jusqu'à présent ? Ces recherches sont liées d'une part, à la neuroanatomie puisqu'aucune expérience ne peut être entreprise sans une connaissance anatomique préalable du système nerveux central, et d'autre part, à la dimension expérimentale des enregistrements que Malakarne prévoit d'effectuer. Le champ lexical de l'enregistrement est celui utilisé dans le texte. Ainsi, pour expliquer le lien entre ses travaux anatomiques et son projet, il rappelle qu'à partir de 1776, il s'intéresse déjà à la quantification de feuillets dont le nombre des strates et des lamelles croît parallèlement chez quelques individus jusqu'à plus de 2000. Une colonne voltaïque ainsi faite n'aurait-elle pas cette énergie splendide dans l'appareil opportun pour la production instantanée et la diffusion extrêmement rapide du fluide galvanique? L'analogie des structures cérébrales avec la colonne galvanique est traditionnellement attribuée à Luigi Rolando, qui à partir de 1809 en stimule les différentes parties avec du courant et provoque ainsi sur des cervelets animaux de violents phénomènes convulsifs. L'exemple de Malakarne permet de souligner le lien entre la volonté de rationaliser le fonctionnement cérébral et l'utilisation heuristique de la métaphore et de l'analogie. En effet, il décrit une expérience imaginaire qu'il n'a jamais effectuée. La forme discursive mettant en scène des métaphores permet la liaison entre la pratique et l'énonciation de théories au sujet d'un organe qui ne peut pas être étudié in vivo et participe, ainsi, à l'appréhension du fonctionnement cérébral et intellectuel. Le mouvement d'une médecine qui s'éloigne de l'empirisme, devient analogique puis méthodique et rationnel, est visible dans les études sur le cerveau marquées par le passage du discours anatomopathologique et clinique à l'expérimentation. Les éléments constituant le cerveau sont alors mesurés, pesés et situés topographiquement. Les liens et les distances entre les parties font également l'objet de mesures et d'une mathématisation. Ces recherches catalysent l'articulation historique et conceptuelle de l'influence dominante de la physique sur les sciences de la vie, et d'un discours médical qui tente de comprendre la particularité des mécanismes cérébraux dans leur dimension organique et morale. Les sciences du cerveau qui se constituent progressivement en champ autonome de la médecine à la fin du XVIIIe siècle, se détachent ainsi de la description, de la monstruosité et de l'anecdote. Le renouvellement des techniques stimule les recherches sur les enregistrements d'une électricité cérébrale. Ainsi, Richard Caton est le premier à enregistrer l'activité cérébrale sur des chiens en 1878. Il démontre ainsi la présence enregistrable d'une activité électrique spontanée dans le cerveau. Le physiologiste russe Vladimir Pravdich Neminsky donne à la communauté scientifique en 1912 une représentation de l'activité électrique du cerveau, appelée électrocérébrogramme. En 1924, Berger réussit à enregistrer le premier encéphalogramme humain et publie ses résultats en 1929. Il y explique les modes d'enregistrement de l'activité électrique à la surface de la tête. Sa finalité n'est pas tant de connaître les mécanismes cérébraux, que de parvenir à comprendre la nature de l'homme en tant qu'être psychologique.
Ainsi, de son propre aveu, il voit dans les phénomènes électriques du cerveau un nouveau moyen de déchiffrer une nature humaine intimement liée à la physiologie de cet organe. La découverte de l'EEG appliquée à l'homme par Berger s'appuie sur des principes théoriques développés au XIXe siècle. La loi de la conservation d'énergie. La dépendance totale des processus biologiques avec les mécanismes physico-chimiques. Le postulat issu des développements du discours anatomo-clinique selon lequel les processus mentaux dépendent des fonctions cérébrales. La réduction de l'activité de pensée à un tracé électrique relève du rêve de percer le secret de l'esprit, de la nature humaine. Ces questions sur la dimension organique des mécanismes mentaux vont se pérenniser durant tout le XXe siècle sous la forme d'une interrogation centrale. L'homme, en trouvant le substrat organique des mécanismes de la pensée, peut-il comprendre et contrôler cette dernière ? Ainsi, le XVIIIe siècle marque le passage d'une anatomie cérébrale statique à une physiologie dynamique. Le passage du XVIIIe au XIXe siècle permet le développement de l'expérimentalisme, fondamental pour la connaissance médicale et physiologique du cerveau. Nous allons nous pencher maintenant sur les théories des localisations cérébrales, en nous concentrant dans un premier temps sur les développements de la phrénologie. Aux localisations cérébrales. La phrénologie ouvre la voie à des recherches sur la cérébralisation de la personnalité saine et ou pathologique. Ainsi, au début du XIXe siècle, les travaux du médecin autrichien Franz Joseph Gall suivent la voie des recherches sur les liens entre les fonctions supérieures et les structures cérébrales. Sa volonté d'esquisser un portrait de la nature humaine passe par la réduction de ses instincts à la conformation crânienne. Il part de l'idée suivante: à chaque instinct correspond un organe particulier au sein du cerveau. C'est dans la lettre ouverte au baron MJF de Retzer, publiée dans le Neuer Deutscher Merkur en 1798, que Gall pose les 4 postulats au fondement de sa conception matérielle de la nature humaine. Les qualités morales et les facultés intellectuelles sont innées. Leur action et leur manifestation dépendent de la morphologie cérébrale. Le cerveau agit comme l'organe de toutes les inclinations et de toutes les facultés. Il est composé d'autant d'organes particuliers qu'il y a de fonctions originaires chez l'homme. À l'aube de l'émergence d'une médecine mentale indépendante, Gall développe l'idée d'une correspondance localisée des circonvolutions avec les fonctions déterminées. Cette théorie est corrélée avec l'histoire des localisations cérébrales, et donc avec le développement des études sur le dysfonctionnement pathologique et la psychiatrie. Dans la seconde section de Sur l'origine des facultés morales et intellectuelles de l'homme, Gall pose un énoncé essentiel dans lequel il se demande si les qualités et les facultés peuvent se manifester indépendamment de conditions matérielles ou si elles ont besoin pour leur exercice de certains organes. Ces travaux s'enracinent dans la théorie d'un développement graduel des parties de l'organe cérébral dont dépendrait la manifestation des fonctions. Tout désordre de ce développement y correspondrait donc à un processus pathologique. Il prend l'exemple classique des crânes de sujets atteints d'idiotisme. À l'inverse, un haut degré de perfectionnement des organes équivaut à du génie. Si on passe sur l'aspect idéologique lié à la phrénologie, il faut tenir compte du lien organique entre l'énergie avec laquelle sont manifestées les fonctions et la perfection ou le degré de développement des structures cérébrales. De même, Spurzheim développe en 1818 dans ses observations sur la folie l'idée selon laquelle la cause de la folie est organique. De ces dissections des cerveaux d'insensés, il conclut que les manifestations de chaque faculté primitive dépendent d'une partie cérébrale particulière. Il en observe les divers aspects. Dans la fièvre avec délire, dans les folies avec une très grande activité des facultés, j'ai toujours remarqué des altérations organiques dans la substance cérébrale, dans les vaisseaux sanguins, dans les membranes ou dans le crâne. Ces observations sur la structure du crâne et du cerveau chez les aliénés canalisent le fantasme d'y ancrer l'organicité des instincts humains. Leur fécondité heuristique pour les recherches sur la physiologie mentale ne va pas cesser de croître durant tout le XXe, l'enjeu clinique étant le suivant. La folie, en devant correspondre aux fonctions dérangées de la tête, doit imprimer ses stigmates physiques à la matière cérébrale qui devient un espace d'expression pour les facultés et l'individualité. Le discours phrénologique dans ses origines porte donc en lui des schémas de pensée des sciences cognitives,
où sont recherchés les liens entre les fonctions supérieures et les structures cérébrales. Ainsi, Gall corrèle la démence à l'oblitération de toutes les facultés humaines, ce qui est visible dans ses postulats énoncés en 1798, où l'innéité des qualités morales et intellectuelles est énoncée. Leur dépendance avec l'anatomie du cerveau est défendue, car les dispositions des propriétés de l'âme et de l'esprit sont innées et leur manifestation dépend de l'organisation cérébrale. Après 1850, les critiques de la méthode d'observation crânio-psychologique développée par Gall sont nombreuses. L'anthropologie physique de la seconde moitié du XIXe siècle succombera pourtant à deux tentations phrénologiques: la subordination du moral au physique et l'explication des caractères moraux et intellectuels par la conformation du crâne. Si le relief de la boîte crânienne est délaissé, on revient sans cesse à son poids, son volume, son périmètre à travers les développements de l'anthropométrie. La doctrine de Gall, en permettant d'appréhender les états mentaux subis et les actes commis sans volonté, puisque l'expression des instincts est innée et profondément liée à la morphologie crânienne, a ainsi représenté une théorie charnière entre les histoires naturelles de la fin du XVIIIe siècle et l'école d'anthropologie de Broca. Cette volonté d'incarner la nature humaine à la surface du crâne en faisant le support matériel spécifique, relève bien du fantasme de voir à l'extérieur les traits psychiques d'une personne. Le modèle explicatif ne relève plus d'une âme immatérielle, mais d'une observation et d'une palpation concrète. La médecine organique du cerveau se déploie après 1850, vers le rêve anthropologique de fonder tous les traits humains sur des bases organiques. Les rapports entre la physiologie et l'étude des dérangements des fonctions de l'entendement sont pérennes. Entre 1803 et 1808, deux discours psychiatriques s'articulent et cohabitent. Un discours médical et clinique caractérisé par la volonté de faire une classification des maladies de l'esprit, et un discours anatomopathologique qui pose de façon aiguë la question du substrat organique et de l'étiologie de la folie. C'est à ce dernier que nous allons nous intéresser. Le lien entre le cerveau et la folie paraît être le garant matérialiste d'une nouvelle médecine mentale. La psychiatrie, qu'elle soit morale ou organiciste, oscille constamment entre le dialogue clinique et l'anatomopathologie cérébrale en apportant un regard nouveau sur les questions d'identité, de personnalité et de fonctionnement et ou de dysfonctionnement cérébral. Ainsi, Prost dans Coup d'œil physiologique de la folie pose en 1807 le problème de la manie en lien avec la forme du crâne, certaines de ses dispositions osseuses ainsi que l'accumulation plus importante de sérosité dans les ventricules du cerveau. Il mène également d'importantes recherches sur les liens entre les désordres nerveux et les structures cérébrales. De même, Georget dans De la folie. Considération sur cette maladie en 1820, décrit le cerveau comme l'organe indispensable à l'étude des dérangements des fonctions. Il met en évidence l'idée selon laquelle les symptômes de la maladie sont confondus avec le désordre clinique qui en est responsable, et souligne que par un ensemble de systèmes, le cerveau, siège de désordres physiques et moraux, est relié avec l'ensemble de l'organisme. Il propose de séparer la folie en deux champs distincts. Les troubles mentaux symptomatiques issus d'une cause organique connue, et dont ils sont la conséquence indirecte. Une affection idiopathique du cerveau encore inconnue, mais qui ne soit pas le symptôme d'une autre maladie. En 1822, Bell soutient sa thèse intitulée Recherche sur les maladies mentales dans laquelle il décrit l'arachnitis chronique comme un état de démence avec paralysie générale incomplète. Ce texte marque un événement majeur dans l'histoire de la psychiatrie. Des lésions spécifiques corrélées à des symptômes de démence sont enfin trouvées dans le cerveau. En 1826, il caractérise cette maladie par une paralysie générale et une démence se manifestant par une folie des grandeurs. Cette démence paralytique aurait pu n'être qu'une entité de plus au sein des nosographies psychiatriques, mais les organicistes s'en sont emparés pour en faire l'archétype de la maladie mentale organique. L'individualisation de cette paralysie générale va contribuer à cautionner la théorie de l'organogénèse des maladies mentales. De ces études, des polémiques naissent entre les aliénistes et les organicistes. Esquirol et Georget soutiennent une théorie dualiste au sein de laquelle la paralysie et la démence coexistent mais restent deux pathologies distinctes tandis que Bell affirme que ces deux symptômes ne forment qu'une seule et unique pathologie. Enfin,
Broussais publie en 1828 de l'irritation et de la folie et y expose une théorie physiologique selon laquelle la folie résulte d'une inflammation du cerveau et de ses membranes par des causes soit morales, soit sympathiques et par tant d'autres organes tels que du bas-ventre. Dès lors, dans une perspective organiciste, la psychiatrie lie son sort à celui de la neurologie, à la poursuite des lésions du système nerveux. Enfin, Broca repose de façon aiguë la question des localisations cérébrales au sein des structures anatomiques à partir de sa découverte de la faculté du langage articulé en 1861. Il étudie les rapports de toutes les parties du cerveau et constate les différences topographiques entre le côté droit et le gauche. Ces circonscriptions sont faites sur le cerveau lui-même et non sur le crâne. Dans le grand débat sur l'origine anatomo-pathologique de la folie, les anatomistes semblent dominer la psychiatrie organiciste. La notion de réductionnisme, fil d'Ariane de cette seconde partie, correspond au rêve de réduire cerveau et personnalité, ainsi qu'à une volonté de contrôler la physiologie mentale. Le cerveau, comme tous les autres organes, doit avoir un fonctionnement rationnel et compréhensible. En réduisant folie et matière, l'idée selon laquelle l'ensemble de la personnalité est organique est induite. Nous allons maintenant voir de quelle façon, au XXe siècle, les tentatives pour isoler le cerveau, le manier comme n'importe quel organe se sont développées, parfois de façon marginale. De la fiction aux essais scientifiques. Dans cette troisième partie, nous allons nous intéresser à des expériences conceptuelles et réelles, imaginées ou réalisées, chacune liée à l'image du cerveau vu comme l'organe de tous les instincts. Aux alentours de 1970, des projets relatifs à l'immortalité prennent le cerveau comme sujet d'étude en exploitant la possibilité de la transplantation d'un corps dépourvu de l'organe de la pensée à un cerveau. Des recherches scientifiques sont également menées sur les liens de cause à effet entre les transplantations d'organes et les modifications de la conscience du sujet receveur. Le professeur Schwartz, neurologue et psychiatre américain, affirme par exemple qu'en recevant un organe, les transplantés reçoivent également une partie de la mémoire du donneur. Il donne des exemples quasi surnaturels tels que celui d'une petite fille qui, après avoir reçu le cœur d'une fillette assassinée, se met à rêver du meurtrier. Une conscience organique pourrait-elle être distillée dans le corps ? La recherche d'un substrat organique à la personnalité semble atteindre ici un paroxysme dans sa double dimension métaphysique et fantasmée, dans la mesure où rechercher l'organicité de la conscience au sein de tous les organes paraît être un contresens à la rationalité. L'idée sous-jacente à ces observations est que les deux personnalités, celle du donneur et celle du corps receveur, ont la possibilité de fusionner. En 1970, l'expérience de Robert White a également provoqué de nombreux débats. En effet, il a transplanté le cerveau d'un singe sur un autre. Le sujet transplanté aurait survécu plusieurs jours en conservant une activité cérébrale. L'opération a été qualifiée de grotesque, d'injustifiable. Pourtant, cette opération ne relève-t-elle pas de la mise en action d'un rêve caché d'immortalité du sujet cérébral ? Dans un reportage, White aborde effectivement le thème du prolongement de la vie. Il est intéressant de remettre cette opération et les thématiques qui y sont attachées dans le contexte des années 1970, qui correspond à une période d'expérimentation sur les drogues, d'exploration des états de la conscience, des états induits de folie ainsi que de développement des techniques d'exploration cérébrale. De plus, au-delà de cette expérience limite, des scientifiques travaillent sur le transfert de cellules cérébrales. Evan Balaban, chercheur en neurosciences comportementales à Montréal, mène des travaux sur les embryons d'oiseaux en vue de déterminer la part respective des comportements innés et acquis. Il apparaît que les cellules greffées auraient un plus grand contrôle sur le comportement que les autres. Il cite l'exemple d'un poulet qui aurait le cri de la caille suite à une greffe de cellules cérébrales. Albert Rosenfeld, chroniqueur scientifique pour le magazine Life, dans son livre L'homme futur paru en 1969 fait un tableau de toutes les possibilités ouvertes à l'homme par les progrès de la biologie, parmi lesquelles il annonce la survie de nos cerveaux. Ainsi, ils seraient placés après la mort du corps naturel dans un corps artificiel qui leur permettrait de continuer à penser, imaginer et commander. Cet imaginaire scientifique s'enracine sur le fondement théorique selon lequel l'ensemble de la personnalité... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.